بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers étudiants, nous allons entamer dans cette vidéo le troisième aspect des conditions d'ester en justice. On a déjà parlé bien sûr de la qualité et de l'intérêt, tous les aspects juridiques et procéduraux de ces deux conditions. Aujourd'hui, on va aborder un élément qui est très important, à savoir la capacité. Comme vous savez, lorsqu'on parle de capacité, la capacité est érigée souvent en principe, en premier lieu, par le tahir des obligations et contrats, bien sûr en grande partie principale par le code de la famille, mais on trouve des fois aussi des règles au niveau du code de la procédure civile, ou des fois le code de la procédure pénale lorsqu'il s'agit des interdits, bien sûr. Lorsque on lit l'article 1 du Code de procédure civile, on remarque que le législateur a utilisé le mot capacité, et c'est exprès, il n'a pas utilisé le mot majorité. Parce que selon moi, il y a une différence à faire entre les deux. Parce que lorsqu'on dit majorité, c'est comme on s'oriente directement vers l'âge. Lorsqu'on parle de la capacité, ça veut dire on peut avoir 18 ans sans pour autant avoir la capacité. Comme on peut être dans des situations où on peut avoir la capacité, même avant d'atteindre l'âge de 18 ans. On parlera de la jeune femme, ou la jeune fille, le jeune garçon, ou la jeune fille qui sont autorisés à se marier avant 18 ans. On peut parler d'un salarié qui travaille avant de 15 ans. La grande question qui se pose, est-ce qu'il a le droit d'ester en justice ou pas? Donc il y a des situations où la personne peut avoir une capacité, la personne qui est autorisée à exercer un acte de commerce dont l'autorisation doit être inscrite au registre de commerce. Donc, c'est pour cela qu'on va essayer de jeter un coup d'œil sur les dispositions de la capacité. En se référant à l'article 206 du Code de la famille, on remarque qu'il y a deux sortes de capacités. Il y a la capacité de jouissance et il y a la capacité d'exercice. Et dans l'article 207 du Code de la famille, ce code a bien sûr expliqué que la capacité de jouissance est la faculté d'assurer, d'acquérir les droits et bien sûr d'assurer les obligations. Il est attaché à la personne durant toute sa vie. On peut même bien sûr à partir de la constitution du fœtus. Et les obligations en général sont assumées à la naissance. Sont assumés à la naissance. Je parle pas bien sûr d'exercer ou d'honorer des obligations. On parle de la reconnaissance des obligations à la naissance, par exemple la pension due aux parents et l'aumône légale, la zakat, donc elle est due à partir de la naissance. L'article 208 du Code de la famille, bien sûr, traite de la capacité d'exercice. Et c'est là où on se pose la question, bien sûr, sur exercer les droits personnels et patrimoniaux. L'article 209, bien sûr, fixe la majorité légale à 18 ans grégorienne révolue. Donc 18 ans grégorienne révolue. Et dans l'article 211, donc l'incapable est soumis, selon le cas, bien sûr, à des règles soit du tutelle paternelle ou maternelle, donc tuteur ou tutrice légale, soit de tutelle testamentaire, soit bien sûr à la tutelle dative. Et bien sûr le motif d'interdiction, bien sûr pour un enfant ayant atteint l'âge de discernement, et on parlera du prodigue, on parlera du faible d'esprit. Bien sûr l'enfant, lorsqu'on parle d'une personne dépourvue de discernement, c'est une personne qui a moins de 12 ans.
personne qui atteint les 12 années grégoriennes révolues, bien sûr, elle atteint l'âge de discernement. Bien sûr, le prodigue, comme dit l'adage, le prodigue c'est un futur mendiant, et l'avare c'est un éternel mendiant. Plutôt le prodigue c'est un futur mendiant, et l'avare c'est un éternel mendiant. Donc le prodigue est celui qui délapide ses biens par des dépenses qui sont inutiles et qui sont considérées futiles par des personnes raisonnables. Donc il ne jouit pas de la capacité d'exercice, le prodigue. La même chose, le même jugement par rapport à l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement. La même chose par rapport aux démons. Mais là, il y a une question qui se pose. Est-ce que la perte volontaire de la raison dégage la responsabilité? Et bien sûr, le Code de la famille a répondu à cette question dans le cadre de l'article 217 qui dispose que la perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité. Avec une petite exception qu'on trouve au niveau de l'article 19 du Code de la famille, c'est la demande d'autorisation du divorce présentée par une personne en état d'ivresse apparente. Il n'est pas opposable à cette personne. Ça veut dire qu'il n'est pas retenu au sérieux et ne produit aucun effet. Donc l'état d'ivresse, bien sûr, la seule exception qu'on trouve au niveau du Code de la famille, c'est cette demande d'autorisation de divorce. La majorité par anticipation, il peut être demandé à partir de 16 ans, bien sûr par le mineur ou par son représentant légal. Et l'interdiction doit être faite obligatoirement par un jugement. La même chose pour la levée d'interdiction aussi, il doit être manifesté par un jugement rendu par le tribunal. Donc les deux, la demande ou la levée, se fait à la demande de l'intéressé, le ministère public, toute personne, bien sûr, qui a intérêt, bien sûr, ces trois personnes. Alors les actes qui sont passés par l'incapable, ils sont nuls, et nuls d'effet. Et là, au niveau des actes, pourquoi on relate tous ces aspects? Parce que tout simplement, ils ont un impact sur la capacité de la personne. Les actes du mineur, bien sûr, doué de discernement. Un mineur doué de discernement, comme on a expliqué, c'est une personne qui atteint l'âge de 12 ans, grégorienne révolue. Lorsqu'ils sont valables, quand est-ce qu'ils sont? Il y a des cas où ils sont valables, il y a des cas où ils ne sont pas valables. Et il y a des cas où il faut l'approbation du représentant légal. Ils sont valables lorsqu'ils sont pleinement profitables. Ça veut dire un enrichissement pur et simple. Donc on parle par exemple d'une donation pure et simple. Ils sont nuls lorsqu'ils sont préjudiciables, parce que là, il n'a pas la capacité de s'engager. Et s'ils ne revêtent pas un caractère profitable ou préjudiciable évident, donc là, on a besoin de l'approbation du représentant légal. Là, une petite parenthèse pour dire que lorsqu'on parle du représentant légal, donc soit on parle de tuteur légal, qui est soit le père et la mère ou le juge. Le tuteur, bien sûr, testamentaire, il est désigné par le père ou par la mère. Et le tuteur datif, il est désigné par le juge. Mais pour le tuteur légal, le législateur a exigé l'ouverture d'un dossier de tutelle légale lorsque la valeur des biens de l'interdit excède à 200 000 dirhams selon l'article 240 du Code de la famille. Là, on va traiter quelques cas par rapport à quelques situations de capacité, bien sûr. Le syndic. Le syndic, par exemple, dans le cadre de la copropriété. Le régime de copropriété est régi sous l'empire de l'ancien texte, c'est le Dahir de 16 novembre 1946.
Le nouveau texte qu'il a abrogé, c'est la loi 1800 du 3 octobre 2002. Bien sûr, le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée générale. L'article 26 de la présente loi. Là, le problème qui s'oppose par rapport à cette catégorie d'action, c'est que là, au niveau du droit marocain, il y a une interdiction s'il n'est pas mandaté par l'Assemblée générale, mais en tant que, dans le cadre de l'article 35, en tant que copropriétaire, il a le droit d'intenter toute action pour préserver ses droits et pour préserver les droits, bien sûr, des biens indévis. Il a ce droit, mais le problème se pose par rapport à quelques actes d'administration qui engagent la responsabilité du syndic et, normalement, qu'il doit accomplir. Là, le législateur, bien sûr, le législateur français et la Cour de cassation française, ils ont autorisé au syndic de l'immeuble d'entamer des actions sans l'obligation d'être mandaté par l'Assemblée générale des copropriétaires, à savoir lorsqu'il s'agit du recouvrement d'une créance, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre des voies d'exécution, lorsqu'il s'agit des mesures conservatoires, des demandes ou des refus, des demandes plutôt des demandes qui relèvent de la compétence du juge de référé et pour défendre des actions intentées contre le syndic. Parce que cette situation de l'obligation de l'autorisation de l'Assemblée générale aura des répercussions sur la question suivante. Est-il possible d'intenter une action contre le syndic comme partie défenderesse à la place du syndicat? Bien sûr, du moment que agir par le syndic nécessite qu'il soit mandaté par l'Assemblée générale, ça veut dire, à contrario, cette action n'est pas recevable en sa qualité de représentant du syndicat. La même chose par rapport au contrat de mariage. Le contrat de mariage, selon l'article 19 du Code de la famille, le juge, il peut autoriser au garçon, comme il peut autoriser à la fille, avant l'âge de capacité, donc les autoriser à se marier avant l'âge de capacité prévu par l'article 19. Alors avant, bien sûr, des 18 ans. La décision de juge, selon la loi, n'est pas susceptible de qu'un recours. Ceci veut dire qu'à contrario, le refus est susceptible de recours. Et l'accord, bien sûr, est attribué après avoir entendu les parents des mineurs ou son représentant légal et bien sûr après avoir eu son accord. Et bien sûr, une fois qu'il y a cette autorisation, selon l'article 22, les conjoints mariés, avec autorisation de juge, acquièrent la capacité civile pour rester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations résultant du contrat de mariage, et là aussi, y compris le partage des biens acquis pendant la période de mariage, parce qu'il relève du contrat de mariage. L'article 23 du Code de la famille dispose que le juge chargé de la famille peut autoriser le mariage de l'handicapé mental. Bien sûr, après avoir consulté un rapport de médecin ou expert sur son état, et après avoir communiqué son rapport à l'autre partie, et après avoir s'assuré que l'autre partie, bien sûr, est majeure et qu'elle a exprimé son consentement d'une manière expresse par un engagement authentique. Et en cas de litige entre l'incapable et son représentant légal, la question se pose: qui a le droit d'ester en justice au nom de l'incapable? On peut dire que c'est le ministère public, tant qu'elle est partie principale dans toutes les actions relevant du Code de la famille, comme on peut dire que c'est l'incapable qui a le droit d'agir jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de majorité. En matière immobilière, il y a le problème de capacité qui se pose.
Bien sûr, en se référant au dahir, des obligations et contrats exactement dans l'article 3, cet article, bien sûr, dispose que on doit se référer, bien sûr, pour rester en justice, à la capacité et le lien de rattachement pour fixer cette capacité. Selon l'article 3, c'est la nationalité, donc au pays du justiciable, la nationalité ou le pays des justiciables. Et la capacité donc doit exister au moment où on intente l'action, sous peine des recevabilités, mais aussi elle doit subsister tout au long de la procédure et devant tous les degrés de juridiction. Le mineur émancipé, il a le droit d'agir en justice. Le jugement de déclaration anticipée de majorité, bien sûr, doit être publié à la conservation foncière et au registre de commerce. Donc l'article 13 du Code de commerce. La même chose lorsque la personne obtient une autorisation d'exercer le commerce et doit être publié au registre de commerce selon les mêmes dispositions de l'article 13. La mise sous séquestre, bien sûr, n'a aucun effet sur la capacité. Et l'institution qui assume la protection du mineur est considérée comme son représentant légal, en attendant que le tribunal lui désigne un tuteur datif. L'interdiction légale pose problème au niveau de la capacité. Et là, on se réfère bien sûr à l'article 38 du Code pénal. Cet article dispose que cette interdiction prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant le délai de l'exécution de la peine principale. Alors, ils perdent leur capacité, même s'il n'est pas prononcé dans le jugement, à partir de la date pendant laquelle le jugement est doté de la force de la chose jugée. Donc, il ne peut pas rester en justice. L'article 629 du Code de procédure pénale, bien sûr, traite l'effet de la liberté conditionnelle par rapport à la capacité, parce que le condamné ne retrouve pas sa capacité juridique lorsqu'il est sous liberté conditionnelle. L'interdiction légale, bien sûr, la personne qui est frappée d'interdiction légale, il ne peut pas rester en justice. La preuve, c'est l'article 271 du Code de la famille qui exige obligatoirement un tuteur testamentaire au datif. La même chose par rapport à l'article 263 qui exige la levée d'interdiction pour conserver le droit d'intenter toute action en justice. Donc, à contrario, il y a une interdiction d'ester en justice. Une information qui est très importante, qu'on trouve au niveau de l'article 379 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que la prescription ne court contre les mineurs non émancipés et autres les incapables jusqu'à leur âge de majorité ou à partir de leur émancipation ou bien sûr à partir de la nomination d'un représentant légal. Une question se pose par rapport au salarié, parce que comme vous savez, le salarié il a le droit de travailler à partir de l'âge de 15 ans. Bien sûr, le législateur l'a qualifié dans le cadre du Code du travail comme salarié protégé. Protégé ne serait-ce qu'au niveau du congé, au niveau de la nature du travail, au niveau, bien sûr, des visites médicales qu'il doit subir, au niveau des travaux dangereux qu'on ne doit pas confier à ce salarié. Mais il travaille, mais quand même il est exposé aux accidents de travail, il est exposé aux maladies professionnelles. Et bien sûr, là, on peut dire, selon mon avis, que cette personne est là au moins la capacité au niveau du Code du travail, par analogie à la capacité accordée à la femme qui se marie avant l'âge de la majorité, avant 18 ans, avec autorisation de juge. La même chose par rapport, bien sûr, à la personne morale. La personne morale ne peut pas avoir la capacité qu'à partir
de l'immatriculation au registre de commerce, mais avant l'immatriculation au registre de commerce, on peut la qualifier de société de fait. Il n'existe pas en tant que personne morale et ne peut pas rester en justice. La même chose pour les sociétés qui n'ont pas de personnalité morale, telle la société en participation, la société bien sûr créée de fait. Ces sociétés-là, ils n'ont pas la capacité d'agir en justice. Donc les sociétés énumérées dans le droit, le code des sociétés commerciales, à savoir la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action et la société bien sûr anonyme et le groupement d'intérêt économique, y compris bien sûr les sociétés professionnelles et les sociétés civiles immobilières, ils peuvent rester en justice. La même chose, dernier point, c'est la capacité par rapport à l'entreprise en difficulté. Là, il y a une précision à apporter, c'est que lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, comme vous savez, le juge, c'est le juge qui détermine dans le jugement d'ouverture, est-ce qu'il va confier la gestion au syndic, la gestion totale, va confier le contrôle au syndic, ou il va, bien sûr, le syndic va assister le chef d'entreprise. Et à partir de là, bien sûr, le syndic, toutes les actions, ils doivent être intentées, bien sûr, contre le syndic. Donc c'est le syndic qui a la capacité, qui a la qualité d'agir en justice. Et lorsque cette entreprise, bien sûr, est en redressement judiciaire, le législateur a bien fait, dans la loi 73-17, lorsqu'il a exigé à ce que ce jugement doit obligatoirement être publié à la conservation foncière, parce que cette entreprise est en possession des biens immeubles, elle n'a plus la capacité de les vendre, elle n'a plus la capacité d'être en justice. Et d'ailleurs, bien sûr, parmi les effets de jugement, c'est la suspension, l'arrêt des poursuites individuelles contre cette société et bien sûr l'arrêt de toutes les voies d'exécution. Je vous remercie.